Une bille, une bougie mis au-dessus de la table. Des taches de sable séché noircissent le parchemin. Dans un coin se trouve un coffre en chêne avec des sceaux. Au même moment, dans les salles aux murs recouverts de tissu, les courtisans racontent des histoires sur la façon dont les jeux de règles décident du sort du cœur. Sur une table se trouvent des listes de semailles, des contrats de mariage et des serments de tuteurs. Sur une autre, des poèmes sur le choix de la grâce. Entre eux, ce n'est pas un pont, mais une fracture. Une vie est menée comme un livre de contes, l'autre comme un rituel. Chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Écrivez-moi d'où vous regardez et comment, dans vos villes, les rumeurs sur l'honneur s'entremêlent avec les contrats réels. Partagez dans les commentaires votre point de vue sur ce qui est le plus fort, le papier ou la poésie. Installez-vous confortablement et bonne écoute. L'histoire du XXIe siècle, à la cour des grands seigneurs, peut être facilement décrite à l'aide de couleurs et de tissus, mais elle est bien plus dure au toucher. Aliénor d'Aquitaine est un personnage entouré de légendes sur les tribunaux de l'amour. C'est ainsi que l'on appelle les jeux mondains, où les dames et les courtisans examinaient les différends concernant le droit à la faveur selon un ensemble de règles. Ces jeux embellissaient les conversations, créaient une mode pour l'esprit et la discipline des sentiments. Mais les archives d'Aquitaine et de Normandie recèlent une autre facette de cette époque. Les contrats de mariage, avec les listes des terres, des droits et des dettes des héritiers. Ces documents ne laissent aucune place aux arguments rimés, mais mentionnent les revenus des moulins, les ports de vignobles, les droits de passage et les listes de garants. Lorsque le mariage était considéré comme une union de possession, ce n'était pas le troubadour qui occupait le devant de la scène, mais le notaire. Dans la culture de cour, le jeu des règles de l'amour est transféré de salle en salle, comme une couverture brodée, sur laquelle il est agréable mais froid de s'asseoir. Pendant ce temps, les chapelains, les juges et les scribes, travaillant dans les diocèses et les curies urbaines, consignent autre chose. Le consentement des époux, le montant de la dot, les conditions de restitution d'une partie des biens en cas de dissolution, la liste des témoins. Le consentement est un mot clé qui ne se reconnaît pas à la couleur des mots, mais au témoignage et aux signes, qui étaient présents lors de la conclusion. Quelle main tenait les chartes? Quel sceau a laissé la cire? Et bien que les jeux de cour enseignent l'art de capturer le cœur, ils ne déterminent pas la part qui revient à la femme si le mari disparaît ou rompt son serment, ni qui assume les dettes de la famille. Le mythe des tribunaux de l'amour promet qu'un argument habilement formulé peut changer l'issue. Le document montre la logique obstinée de l'époque. Seuls comptent les écrits, les témoins et les normes en vigueur.
Les chroniques rapportent des histoires de concours d'esprit, mais parallèlement, dans ces mêmes contrées, des canonistes tranchent sans fioriture les litiges concernant la validité du mariage et l'héritage. Dans les traités sur le mariage rédigés à la cour, l'attention se porte non pas sur l'enthousiasme, mais sur la forme du serment, le degré de parenté, les jours interdits, l'indemnisation des parties et la garde des enfants. Les statuts municipaux fonctionnent de la même manière. Ils fixent l'ordre de remise de la dot par partie, les amendes en cas de non-respect des accords, les délais de restitution des gages, l'ordre des recours devant le juge. Dans le registre, chaque nom est entouré de chiffres traduits en mots et de signes de propriété. Autour d'Aliénor se forme progressivement un théâtre dans lequel la dame devient l'arbitre du goût et des manières. Mais ce théâtre ne coïncide pas avec le système juridique. Dans les litiges fonciers, le nom de la grande dame apparaît sur les chartes qui confirment les concessions, protège les droits des monastères et des vassaux, et énumère les villages, les revenus et les frontières. Dans ces mêmes dossiers se trouvent des lettres concernant les dots, où sont indiqués le poids de l'argent et les délais de paiement. Lorsque des recueils de poèmes sur les règles de l'amour entraient dans la cour, des demandes de confirmation d'aliénation de fief étaient apportées au bureau administratif les mêmes jours. Si un monde engendrait des légendes, l'autre exigeait des sceaux. Les jeux de cour étaient une forme de sélection sociale. Ils répartissaient l'attention et la bienveillance, imposaient des sujets de conversation prestigieux, rassemblaient autour d'eux ceux qui maîtrisaient les mots. Mais la fusion des deux mondes, celui des mots et celui des sceaux, était rare et se produisait le plus souvent sous la forme d'un mouvement parallèle. Un mariage conclu en musique était confirmé sur parchemin. En cas de litige, le jeu n'avait aucun poids. Lorsque les parents présentaient leur compte, ce n'était pas une ballade qui commençait, mais une collecte de témoignages. Les rivaux et rivales dans les histoires d'amour disparaissaient des procès-verbaux, remplacés par des tuteurs, des administrateurs et des garants. Dans les épisodes où des rumeurs tentaient de détruire l'honneur, les avocats ne cherchaient pas des vers, mais des faits. Y avait-il eu serment? Qui l'avait confirmé? La consanguinité avait-elle été respectée? Les jours de jeûne de la cohabitation conjugale, selon la discipline ecclésiastique, avaient-ils été observés? Et comment les droits sur les biens étaient-ils répartis? Cette divergence devient particulièrement visible lorsqu'on étudie les mois et les années spécifiques du règne, lorsque de grandes terres changeaient de propriétaire et que les flux financiers traversaient les frontières. La dot devenait souvent un levier de négociation entre les familles, et la part de la veuve faisait l'objet de longs litiges. Les registres des tribunaux où ces affaires étaient jugées mentionnaient des femmes adultes jouissant de la capacité juridique, leurs représentants, des témoins et des notaires. Elles apportaient des reçus, précisaient des listes des biens remis
exigeait le remboursement des cautions, signalait les abus des tuteurs. Tout cela se passait à côté des salles où se déroulaient des débats animés sur le droit à la grâce. Mais lorsque l'enjeu était un domaine, un moulin ou un vignoble, ce n'était pas le rhétoricien qui décidait, mais le tribunal. Pour comprendre pourquoi ce mythe a perduré si longtemps, il suffit de regarder les avantages qu'il apportait. La légende des tribunaux de l'amour servait le prestige de la cour, démontrait la subtilité des coutumes et la hiérarchie cachée des faveurs. Elle donnait une forme aux conversations où chacun pouvait briller sans aborder directement les questions de pouvoir et de propriété. Elle détournait le regard de la comptabilité du mariage, où chaque ligne pouvait devenir un motif de conflit entre les familles. Le mythe permettait de parler du désir en toute sécurité, le transformant en un exercice de style. Le document, quant à lui, exigeait une responsabilité. Nommer les noms, confirmer les faits, prendre une décision avec laquelle il faudrait vivre. Dans cette tension, Aliénor n'est pas la reine du cœur, mais la gardienne de l'équilibre entre le visible et l'écrit. Son époque a donné à l'Europe une image de raffinement séculier, mais a également consolidé le pouvoir du parchemin. À la lumière fragile des bougies, les recueils de poèmes semblent plus brillants que les livres comptables. Mais lorsque la bougie s'éteint, les sceaux restent. Et ce sont eux qui décident à qui appartient la maison, à qui revient la part de la récolte, et à qui incombe le devoir de rembourser la dette familiale. C'est ainsi que la poésie et le notaire coexistent. La première enchante, le second distribue. Sur les traces du parchemin, le tableau devient encore plus dense. La dot et la part de la veuve n'étaient pas de belles figures de ballade, mais des sommes et des parcelles de terre réparties par points, séparées par des limites, des ruisseaux, des routes. Alors qu'à la cour, on se disputait le droit à la faveur. Les notaires des villes d'Aquitaine et d'Anjou mesuraient en même temps les parcelles de vignobles sur le terrain et calculaient les revenus provenant des droits de pont. Le mariage n'était pas célébré par des vers, mais par l'énumération des biens apportés dans la maison et des obligations assumées par les deux parties. Si le mari partait pour une longue campagne, l'intendant apportait les registres des redevances perçues, et les parents de la mariée veillaient à ce que les parts convenues de la dot soient restituées si nécessaire. C'est là aussi que convergèrent les plaintes des femmes adultes concernant le non-paiement et les retards des tuteurs. Ces affaires montrent à quel point la machine juridique fonctionne de manière régulière et sèche. Nom des témoins, lieu, date, liste d'objets et d'animaux, valeur de chaque unité, et à côté, la signature du scribe qui consigne l'accord et l'engagement. Quand on raconte qu'à la cour d'Aliénor existait un tribunal de l'amour où les dames décidaient du sort des cœurs, il est important de comprendre ce qu'on appelait exactement un tribunal. Il s'agissait d'un jeu mondain, d'un ensemble de règles d'esprit et de rituels comportementaux utiles pour maintenir la discipline hiérarchique et canaliser les tensions. Il donnait une forme à la discussion des désirs sans toucher directement au litige sur l'héritage. Là
où les poètes s'exerçaient aux subtilités, les juristes examinaient en parallèle les affaires réelles, la validité du consentement matrimonial, les obstacles liés à la parenté, les vices de forme, le non-respect des promesses, l'indemnisation des parties. Et si, dans les cercles de la cour, le droit à la grâce pouvait être reconnu sur la base de l'habileté verbale, la curie municipale exigeait un document confirmé par des témoins et vérifiait si les délais et les règles de discipline paroissiale fixées par l'Église avaient été respectés. Cette double perspective explique pourquoi le mythe des tribunaux de l'amour semble frappant, mais n'apparaît presque jamais dans les décisions enregistrées. Il coexistait avec le droit, mais ne le remplaçait pas. Parmi les documents liés au nom d'Aliénor, on trouve non seulement des concessions et des protections accordées au monastère, mais aussi des lettres confirmant le statut de l'épouse en tant que partie habilitée. Ces formulations témoignent de la maturité des parties au litige. Elles se font représenter, elles disposent de parties de leurs biens d'un commun accord, elles présentent des reçus, elles insistent sur le respect des conditions de versement de la dot par parts. Leur voix ne résonne pas dans les salles de divertissement de la cour, mais dans les couloirs qui sentent la cire, la poussière et la laine humide des manteaux. C'est là que l'on comprend que l'honneur n'est pas une image poétique, mais la solvabilité d'une famille, l'accès au crédit, la réputation comme garantie du respect des obligations. Une rumeur peut priver d'accès au crédit, et alors les plans de semailles et d'achat de sel s'effondrent. C'est pourquoi les familles défendaient leur honneur non pas par des ballades, mais par des faits. Le témoignage d'un témoin, une copie du reçu, une mention de la remise de la moitié de la dot dans les délais convenus. Dans les descriptions de la cour, la femme apparaît comme la créatrice du goût, mais dans les registres notariaux, elle est la détentrice des droits. Si le mari violait les conditions, la famille de la femme exigeait le remboursement de la dot ou d'une partie de celle-ci, et ce processus se déroulait selon une procédure établie. Le consentement était considéré comme une obligation mutuelle, dont les limites étaient déterminées à la fois par la discipline ecclésiastique, les délais habituels de vie commune et la pratique des tribunaux locaux. En cas de désaccord, personne ne faisait appel à un troubadour. On recherchait les personnes qui avaient assisté à la cérémonie du serment, on vérifiait l'exactitude de la formule, on s'assurait qu'il n'y avait pas eu de tromperie concernant la parenté, que les interdits ecclésiastiques n'avaient pas été enfreints à certaines dates. Si un vice de forme était détecté, le mariage était déclaré contestable ou invalide. S'il n'y avait pas de vice, les parties étaient tenues d'exécuter le contrat ou de compenser la violation. Tout cela ne rentrait pas dans le cadre des jeux de cour, mais c'est précisément ce qui déterminait le sort des maisons. La dimension politique renforce le contraste. Aliénor est le lien entre les possessions, les projets dynastiques et la scène culturelle. Autour d'elle se développe une nouvelle mode
consistant à parler de manière et de sentiments. Mais en même temps se déroule une lutte pour les fiefs, les citadelles et les caisses. À une époque où les suzerains changeaient, où les troupes traversaient les vallées, où les revenus des foires et des ponts passaient de main en main, les alliances matrimoniales avaient une fonction de consolidation. Les poèmes fonctionnaient comme le lubrifiant du mécanisme de la cour, et les contrats notariés comme les vises qui maintenaient la structure. Si les vies se desserraient, des conflits éclataient entre les familles, où ni les codes de règles raffinés, ni les louanges ne pouvaient plus aider. Seule la procédure aidait. Fixation d'une date, convocation des parties, recueil des témoignages, paiement échelonné, inscription dans le registre. La procédure pouvait être lourde et impitoyable, mais elle transformait la vague notion de honte en montant et délai concret. L'économie de la cour dépendait de la protection, tandis que celle des villes dépendait de la fiabilité des contrats. C'est pourquoi le mythe des tribunaux de l'amour était avantageux en tant que vitrine. Il montrait une enveloppe raffinée dans laquelle il était pratique d'envelopper l'asymétrie du pouvoir, le caractère contraignant des mariages de convenance et la nécessité de tenir compte des intérêts des lignées aînées. Quand on parlait de grâce et de bienveillance, on parlait moins de la façon dont les mariés recevaient leur part, dont les veuves se battaient pour obtenir les terres qui leur revenaient, dont les tuteurs faisaient traîner les délais, dont les maisons de marchands évaluaient le degré de risque lorsqu'elles travaillaient avec des clients féodaux. Mais dans les registres municipaux, tout cela apparaît en quelques lignes sèches. Tel montant a été versé, tel montant a été laissé en dépôt, garanti par une hypothèque sous forme de récolte, cautionné par telle personne, délai, dans tant de mois. Les tribunaux de l'amour eux-mêmes se sont réduits à des concours de rôle, où l'on examinait non pas des précédents, mais la finesse de l'argumentation. Certaines feuilles ont conservé des descriptions de ces jeux, mais leur influence se limitait aux salles où se trouvaient les courtisans. Derrière les portes de ces salles commençait le territoire des tribunaux épiscopaux et municipaux, où chaque belle manœuvre était vérifiée par une simple question. Y a-t-il un document? Y a-t-il des témoins? Y a-t-il une norme en vigueur? Cette différence reflète la musique principale de l'époque. La poésie aide à vivre à la cour. Le notaire aide à vivre chez soi. Et si les premiers façonnent le style, les seconds sont responsables du pain et des murs. L'histoire d'Aliénor se prête bien à la romantisation, car elle permet de parler du pouvoir à travers le langage des sentiments. Mais les chroniques, les livres de droit et les registres de litige ramènent la conversation là où la dureté du monde est palpable. Au cours des mêmes années où l'on chantait les louanges de la fidélité, dans ces mêmes terres, des confiscations avaient lieu pour manquement au service féodal. Des décisions étaient rendues sur les gages pour non-paiement. Des tentatives de parents pour s'approprier la part de la veuve étaient consignées. Cela ne signifie pas que la poésie est fausse, mais qu'elle n'était pas le droit. Aliénor, en tant que symbole, tient les deux bords, l'éclat de la fête et le poids des sceaux.
Mais lorsque le litige arrivait au seuil du tribunal, ce n'était pas l'éclat qui décidait. C'est précisément pour cette raison que le mythe est si tenace. Il promet que le monde complexe peut être réduit à une formule élégante. Le document rappelle inévitablement le contraire. Le monde complexe exige de longues lignes, un regard attentif et de la patience. Le siècle d'Aliénor a laissé suffisamment de traces pour que l'on puisse s'en rendre compte. Dans une pièce, on trouve des tapis et des luths, dans une autre, des sacs de sel et des trousseaux de clés de grenier. Entre les deux, des adultes habitués à vivre non pas selon leurs paroles, mais selon leurs reçus, s'efforcent néanmoins de parler de l'honnêteté, comme si elle ressemblait à une chanson. C'est précisément à ce carrefour que la poésie rencontre le notaire, non pas pour vaincre, mais pour que chacun reste à sa place. L'une donne au monde de la cour une enveloppe douce, l'autre maintient la maison en place lorsque la musique s'apaise. Les traces laissées dans les marges des registres sont particulièrement révélatrices du fonctionnement quotidien du mariage et de la propriété. Des notes sur la convocation des parents, la comparution des garants, le fait qu'une des parties ait présenté un coffre contenant des objets en gage de la partie non payée de la dot. Là où les légendes sur les querelles de cour transformaient le jeu de mots en règle, l'ordre réel exigeait des signes extérieurs de bonne foi, des cadeaux apportés en présence de témoins, des pièces de monnaie remises devant la communauté, des enregistrements de consentement. Si une partie invoquait la coutume de la cour, l'autre présentait les statuts de la paroisse ou la lettre du propriétaire foncier, selon lesquels il fallait agir. Des délais étaient fixés pour la conclusion des mariages. Les obstacles étaient énumérés et les tribunaux les examinaient de manière stricte et sans ambiguïté. Tout cela se traduisait par une série d'étapes froides et méthodiques. Vérifier la liberté de promesse, certifier la parenté, documenter la dot, répartir les risques en cas de décès de l'un des conjoints, fixer l'ordre de restitution des biens. Telle était la réalité à laquelle étaient confrontés les femmes et les hommes adultes lorsque la poésie cédait la place au sot. Dans la culture de cour associée au nom d'Aliénor, il était plus commode de discuter des règles du cœur que de la valeur des tissus, des clés, de la vaisselle et de l'argenterie qui composaient la dot. Mais c'est précisément l'énumération de ces objets qui déterminait la puissance de la maison. Les listes où l'on notait sobrement le nombre de foulards, de ceintures, de rubans, et où l'on attribuait à chaque objet sa valeur marchande, permettait à la famille de conserver sa marge de manœuvre. Si le mari était absent et que les affaires allaient mal, la famille de la mariée pouvait exiger le remboursement d'une certaine partie. Si le père décédait et qu'il fallait partager la terre, la femme revendiquait ses droits sur la part de veuve, convenue au préalable. Les rumeurs d'indécence dans ces circonstances ne fonctionnaient pas. L'écurie exigeait
des preuves, pas des récits. Toute tentative de donner au conflit une connotation de amour bafoué se heurtait à la question des limites et des gages. Même dans les maisons où l'on connaissait les chansons et où l'on accueillait les troubadours, les affaires reposaient sur le calcul des revenus provenant des ponts, de la collecte du sel, de la location des boutiques et des fameuses sorties. Les obligations financières des personnes dépendantes qui apportaient dans les coffres les pièces de monnaie qui composaient la dot. La divergence entre le mythe et les documents est particulièrement frappante dans les situations où les familles s'affrontaient pour l'héritage. Dans les prétendus tribunaux de l'amour, on pouvait juger l'élégance du comportement et la conformité aux attentes courtoises. Mais la question du droit d'héritage se heurtait toujours au fondement juridique du lien matrimonial. Si la promesse avait été faite sans respecter la forme, si la parenté était proche, s'il n'y avait pas de témoins, si le consentement du tuteur n'avait pas été donné, le mariage était considéré comme contestable ou nul, et toute la construction de l'honneur s'effondrait. Certaines familles tentaient de tourner les conversations bruyantes de la cour à leur avantage. Elles organisaient des concours d'esprit pour donner à l'union future une aura de grâce invincible. Mais dès qu'il fallait consolider le droit à la terre, aux routes et aux moulins, des scribes se présentaient à la porte, et des lettres avec des formules précises étaient déposées sur la table. À ces moments-là, il devenait évident que la vérité romantique ne résistait pas à l'épreuve du bac à sable pour sécher l'encre. Les rôles des femmes au sein de ce mécanisme dépassaient largement celui de dame de cœur. Dans les actes, on trouve des femmes adultes détentrices de clés, de coffrets, qui conservaient leurs bijoux comme réserve liquide, des tutrices qui contrôlaient les locataires en l'absence de leur mari, des parentes qui exigeaient le paiement des parts et des échéances. Leur démarche écrite démontre leur connaissance des normes et leur capacité à utiliser la procédure. Dans les salles de la cour, elles pouvaient participer aux cérémonies, mais dans les couloirs de la ville, elles défendaient leurs biens contre les tentatives d'appropriation de parents éloignés et de créanciers, en utilisant le langage des statuts et des registres. C'est là que l'on entend le mot réciprocité devenir une pratique. Échange d'obligations, responsabilité de l'entretien de la maison, prévisibilité des paiements et des remboursements, répartition des charges en cas de maladie et d'années de famine. Ce langage est dépourvu de éclat, mais il maintient les murs. Il ne faut pas sous-estimer la dimension fiscale de la vie de cour. Les rituels et les tournois coûtaient de l'argent, et cet argent provenait de l'économie. Lorsque les coffres se vidaient, les familles se tournaient vers le marché des prêts, et leur réputation devenait alors une garantie. Une rumeur d'immodération pouvait faire chuter les taux, rompre la correspondance avec les marchands, retarder la livraison de sel et de toile, ce qui affectait non plus les métaphores, mais le pain quotidien. Dans de telles conditions, le tribunal de l'amour était pratique comme paravent. Il permettait de parler des normes de comportement sans discuter directement du budget.
dès qu'un litige sur les contrats surgissait, on retirait le cadre de l'écran et on repliait la toile. Sur le devant de la scène restait la curie, la fixation de la date, la comparution des parties, la lecture de l'acte, la liste des biens, les signatures. Et à côté, des femmes adultes, d'apparence douce, mais insistantes dans leurs exigences, qui contrebalançaient la pression des lignées masculines en invoquant la loi. Des exemples de contournement des procédures apparaissent également dans les villes, où l'on aimait se référer à la haute protection de la noblesse. Là, les parents tentaient de remplacer les registres par l'honneur, prononçaient devant la communauté des formules symboliques, espérant qu'elles seraient entendues comme un verdict définitif. Mais ils devaient bientôt revenir au statut, qui prescrivait déjà une série d'étapes. D'abord, obtenir le consentement, puis confirmer la propriété, puis préciser les conditions de restitution. Certains juges ont tenté de se cacher derrière la coutume, mais les lettres, les catalogues de prélèvements et les impôts les ont remis dans le droit chemin. La dérobade ne donnait aucun résultat. Sans feuilles tamponnées, sans témoins, sans reçu, le mécanisme ne fonctionnait pas. Ainsi, le mythe des décisions du cœur s'est progressivement transformé en un jeu de cour, tandis que la vie documentaire continuait son lent et inexorable mouvement, tournant les pages les unes après les autres. Lorsque le nom d'Aliénor apparaît dans les chroniques, il est souvent accompagné de descriptions élogieuses. Cependant, les archives quotidiennes provenant de la même région en disent long sur autre chose. La persévérance des maîtresses de maison, la patience avec laquelle les femmes adultes rassemblent petit à petit les parts promises de la dot, la lutte incessante pour la clarté des frontières. Elles ne brisent pas l'ordre, elles l'utilisent et le renforcent. Et c'est précisément grâce à ce renforcement que la légende n'engloutit pas la réalité. La poésie de cour aide le cercle des élus à vivre, tandis que les formules notariales assurent la survie des maisons, des boutiques et des granges. Entre ces couches s'étend un sentier emprunté par des pages souillées par la suie des bougies, sur lesquelles sont inscrits des signes soignés qui indiquent que les règles du cœur cèdent ici la place aux règles de l'écriture. Tandis que les légendes de la cour continuaient à multiplier les formules élégantes sur les cœurs et les faveurs, les listes d'obligations s'allongeaient aux portes de la ville, et c'est elles qui déterminaient l'issue des histoires humaines. Les remboursements de la dot étaient consignés dans des paquets scellés sur lesquels figuraient les marques des témoins. Les délais de paiement n'étaient pas indiqués par une fidélité abstraite, mais par les jours de foire et les cycles agricoles. La possibilité de résilier le contrat était liée à des cas de force majeure spécifiques, tels qu'une mauvaise récolte ou le décès du soutien de famille. Au sein de ce système, les femmes adultes, décrites comme les gardiennes des clés et des coffres, étaient les dépositaires de la mémoire de la maison. Elles savaient où se trouvaient les reçus, savaient vérifier le poids des tissus et de l'argent, comprenaient quel point du contrat permettait de gagner du temps. C'est précisément leur présence dans les chancelleries qui transformait le mythe des tribunaux de l'amour
en décor, à côté de la scène réelle, où se décidaient les destins des boutiques et des cours. Là où la rumeur de la cour tentait d'apposer l'étiquette indécence, la routine administrative demandait de montrer l'inventaire, d'indiquer le prix, de présenter des témoins, de donner la date, et la rumeur s'effondrait, car elle ne répondait à aucune de ces exigences simples. Dans cette routine, il y avait aussi des tentatives de contournement. Les accouchements glissaient de vieux papiers aux seaux fissurés, se référaient à la vague coutume de nos ancêtres, exposaient sur la place publique des récits moraux sur le comportement des femmes, espérant remplacer la feuille manquante par la morale. Mais cette dérogation avait aussi ses limites. Les statuts indiquaient clairement que la coutume, sans pratique confirmée et contraire aux formulations en vigueur, était sans effet, et que le bruit moral sans lien avec la propriété et les délais était considéré comme une pression passible d'une amende. De temps en temps, certains juges tentaient de se ranger du côté de la famille influente, remplaçant la procédure par une allusion. Alors commençait un mouvement lent mais persistant de plainte à travers les instances, et plus la plainte montait haut, plus le langage de la décision devenait sec. Il réduisait le litige à 3 éléments. Y avait-il consentement de la partie adulte? La forme avait-elle été respectée? Les points relatifs aux biens avaient-ils été fixés? Tout le reste était laissé aux chansons. Dans ces décisions, on entend comment la vie adulte, où chaque pièce de monnaie est nécessaire pour l'hiver, choisit le document plutôt que le vitrail. Le vitrail est beau, mais il ne réchauffe pas le grain. Le document est médiocre à l'extérieur, mais il soutient le mur. C'est pourquoi, dans les lettres et les registres, les formules cordiales s'estompent plus vite que l'encre qui fixe l'apport de la veuve, le prix du tissu et le droit de péage. Et lorsque les poètes s'en vont, et que les bacs à sable conservent encore les miettes des lignes sèches, il devient clair que ce ne sont pas les déclarations d'amour nobles qui ont maintenu le poids équilibré de la maison, mais les signatures silencieuses d'adultes capables de répondre du délai, du poids et du prix. Cela n'annule pas le jeu de cour, mais le laisse sur son étagère, à côté d'autres symboles. Et sur la table reste ce qui survit à tous les hivers. Du tissu, des clés, des rubans, des registres de paiement, et à côté, les maîtresses de ces objets, qui regardent l'encre fixement et sans illusion. Il n'y a pas de poésie dans leur regard, mais plutôt l'habileté de récupérer ce qui leur appartient sans faire de bruit. C'est sans doute cette habileté qui a rendu la légende des tribunaux de l'amour sans danger pour la décoration des murs. Tant que la légende était affichée, la maison continuait à respirer la loi. C'est là la principale différence entre le mythe et le papier, entre les alaverdes des troubadours et la note du greffier indiquant qui s'est engagé, quand, comment cet engagement sera exécuté et ce qui se passera s'il ne l'est pas. Il n'y a pas de place pour la grâce accidentelle, mais beaucoup de place pour une justice prévisible qui, lentement mais sûrement,
réduit même les noms les plus célèbres à une simple ligne dans le registre. La touche finale à cette histoire de poésie de cour et de prose notariale apparaissait lorsque les conflits atteignaient leur paroxysme et menaçaient de dégénérer en vendetta familiale. Alors, ce n'était pas le troubadour qui était conduit sur la place, mais la liste des concessions mutuelles. Et chaque concession était calculée de manière à ne pas déséquilibrer la maison. Les compromis, consignés dans le sable, ne plaisaient à personne. Les parents influents se plaignaient de la dégradation de l'honneur. Les commerçants fronçaient les sourcils devant les retards. Les femmes, habituées à garder les clés, comprenaient qu'une partie des coffrets disparaîtrait et qu'une partie des biens devrait être donnée en compensation. Mais ce sont précisément ces compromis qui ont sauvé les murs. Ils fixaient les jours auxquels il fallait rendre sa part, consignaient par écrit le renoncement à toute poursuite, désignaient des garants dont les noms étaient en eux-mêmes des garanties dans les paroisses voisines. Et chaque feuille, aussi ennuyeuse soit-elle, éliminait la partie la plus dangereuse du mythe. La tentation de tout régler instantanément, de manière élégante, sans se soucier des conséquences. Une belle décision survit rarement à l'hiver. Ce qui est écrit survit presque toujours. Ainsi, le souvenir des tribunaux d'amour de la cour est resté dans les chroniques comme un jeu, un masque, un cadre décoratif autour du mécanisme quotidien, tandis que le souvenir des résultats réels s'est déposé dans les registres, qui ont continué à être lus au fil des ans. Dans ces livres, on voit des hommes et des femmes adultes prendre des décisions difficiles, mais compréhensibles, céder une partie pour préserver la maison, renoncer à une insulte retentissante pour ne pas perdre le pont, confirmer le droit de la veuve pour ne pas détruire le réseau d'obligations qui nourrit les villages environnants. Et c'est pourquoi la légende des décisions du cœur d'Aliénor, aussi brillante soit-elle, se dissout dans un brouillon matériel où il n'y a pas de place pour la miséricorde soudaine, mais où il y a de la place pour une procédure éprouvée par le temps. C'est là la morale sans moralisation. La maison survit là où le papier est plus fort que la chanson, où les adultes ne laissent pas le jeu des autres remplacer leurs droits, où l'amour peut exister, mais n'annule pas le notaire. Quand à la fin de la journée, le greffier sèche le dernier paragraphe et que la maîtresse de maison retire le trousseau de clés de sa ceinture, il devient clair que le protocole a vaincu le pamphlet il y a déjà plusieurs heures. Les cœurs continueront d'aimer, mais le sort des biens sera décidé par les sots. Et dans cette fin froide mais honnête, une liberté tranquille se manifeste. Personne n'a le droit de dissimuler la propriété d'autrui derrière des vers. Personne ne peut transformer le crédit public en jouet de salon.
et l'équilibre de la maison est déterminé par la précision avec laquelle les adultes ont consigné les conditions de leur vie et les respectent systématiquement.